Bonjour Monsieur Hulot, merci beaucoup d'être parmi nous. C'est avec plaisir qu'on vous accueille dans cette nouvelle saison de Pharma Now. Bonjour. Donc on va mettre en avant votre parcours et votre carrière pour inspirer des étudiants dans leur orientation professionnelle. Donc tout d'abord, on va commencer par votre parcours universitaire et aussi professionnel. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer d'où vous venez et comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'ici? Je pense qu'au milieu de mon adolescence, un matin, je me suis levé, alors ça n'a pas été la grande révélation, mais je me suis dit, il va falloir choisir une orientation, et je crois que j'ai envie d'être pharmacien. Et je ne me suis jamais posé plus de questions que ça. J'ai même pas trop réfléchi à quel type de pharmacien je voulais être. Et donc, le jour où j'ai eu mon bac, à l'époque, c'était chouette, il n'y avait pas Parcoursup. Donc j'ai simplement fait la queue pendant 3 heures, là juste en bas, pour pouvoir m'inscrire. Et j'ai fait mes études à Paris 5. Les 5 premières années. C'est le moment où c'est passé de 5 à 6 ans. Et puis, une fois que j'étais arrivé au bout, j'ai voulu aller un peu plus loin et j'ai fait le DESS de pharmacocinétique et métabolisme des médicaments qui, à l'époque, se faisait à Châtenay-Malabry. Ok. Du coup, vous avez côtoyé un peu les deux facultés de Paris. Tout à fait. Ok. Et du coup, parmi ce parcours, quels ont été les moments clés qui vous ont aidé pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Les moments clés, c'est toujours un peu compliqué, mais vu que là, on est dans les locaux de Paris 5, il y a eu un moment clé, c'est vrai, c'est qu'il y a un conférencier de l'industrie qui est venu, et question-réponse, un peu avec l'amphi, et il a dit, écoutez, si j'ai un seul conseil à vous donner, si à un moment vous trouvez une porte d'entrée dans l'industrie pharmaceutique, dans une entreprise qui vous plaît, restez et poussez la porte. J'ai rien d'autre à vous dire, ensuite vous ferez votre chemin, parce que l'intérêt de ce diplôme, c'est qu'il est vraiment pluridisciplinaire. Et ça m'est toujours resté. Okay. Et donc du coup, il s'est trouvé un peu fortuitement que j'avais très envie de faire de la galénique. Je trouvais ça amusant. Et je voulais absolument un premier stage de galénique en fin de 5e année, un peu par relation. J'ai trouvé un stage dans un labo, mais qui m'a dit, la galénique, c'est pas trop notre truc. Par contre, on vient de monter un nouveau labo qui fait de la biopharmacie et de la pharmacocinétique. Pendant l'entretien avec le responsable de l'équipe, je n'ai pas compris un mot sur deux de ce qu'il me racontait. J'ai dit, tiens, ça a l'air amusant, on va y aller. Et donc, j'ai fait un stage d'été, un truc de 2-3 mois. Et à la fin du stage, il m'a dit, c'est que tu as appliqué pour le DESS ou le DEA de galénique. En réalité, si tu fais celui de pharmacocinétique, nous, on te reprend l'an prochain. Et comme je trouvais l'équipe sympa, j'ai dit, tiens, on va prendre ce principe. Tu as trouvé une porte d'entrée, vas-y. Et donc, j'ai fait le DESS de Châtenay et je suis retourné dans ce labo, finir un peu ce que j'avais commencé l'année d'avant. Okay. Et du coup, votre bagage scientifique, durant vos études, vous êtes beaucoup au quotidien, même aujourd'hui, ou vous avez vu quand même une évolution? Alors, heureusement, on apprend toute la vie. Oui. Et ce qui était vrai scientifiquement il y a 30 ans en arrière, même un peu plus, 35, ça a évolué depuis. Je dis toujours à mes enfants, je me souviens quand, je crois que c'était en première année, à un moment, on a eu un cours sur cette nouvelle pathologie qui était apparue essentiellement aux États-Unis, qui touchait essentiellement la communauté gay et qui décimait cette communauté. Ça ne s'appelait pas encore le sida, on n'avait pas identifié le virus. Et voilà, j'ai gardé en mémoire ce cours-là en disant, tiens, c'est une nouvelle pathologie qui arrive, mais par rapport à ce que c'est réellement, heureusement qu'on a eu la science derrière qui avançait à toute allure. J'ai fini mes études, les trithérapies n'étaient pas encore là. Bon. Et aujourd'hui, un sida, un HIV correctement accompagné avec quelqu'un de compliant en termes de traitement, ça se gère. Il faut continuer à se protéger avant de l'attraper, mais ça se gère. Alors qu'à l'époque, c'était mortel. Donc la science a évolué, donc le savoir qu'on en a évolué, donc la prise en charge des patients sur les traitements longs a évolué. Donc tout ça, il a fallu l'apprendre au cours du chemin, quoi. Oui, du coup, c'est une formation en continu en fait, oui, pendant votre carrière, pour tenir au fil de l'actualité. Et... Mais pour répondre un peu plus à ta question, je pense que la base de la formation de pharmacien, c'est la pluridisciplinarité. Et donc ça permet ensuite, tout au long de la vie, si on reste dans ce domaine professionnel, de pouvoir dialoguer avec tout le monde. Et donc, assez vite, si on a raté 2-3 étapes, de réapprendre. C'est pour ça que je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Oui, vous avez raison.
Est-ce que vous pensez qu'en plus de notre formation de pharmacien, de faire un diplôme, un double diplôme par exemple en école de commerce ou un MBA, est-ce que c'est nécessaire actuellement pour travailler dans l'industrie pharmaceutique? Alors, c'est aussi nécessaire ou aussi inutile que de dire je vais passer l'internat, ou je vais faire une thèse, ou je vais partir 5 ans aux États-Unis. Tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Il n'y a pas de règle générale. Je pense que ce qui est nécessaire, c'est de garder cette pluridisciplinarité, c'est de garder la curiosité. À un moment, finalement, je refais un peu de galénique. Et je voyais à l'époque les équipes marketing qui arrivaient en disant « Thierry, on a fait un advisory board avec 6 panels de médecins qu'on avait classifiés en fonction d'un tier 1, tier 2, tier 3 et de telles préférences, etc. Et voilà ce qui est sorti des analyses. » J'ai rien compris à ce qu'ils me racontaient. Ça m'a un peu énervé. J'ai dit « Il faut que j'aille apprendre le langage du marketing. Ouais. » Pour pouvoir dialoguer avec eux, sinon on ne va pas s'entendre. Okay. Donc, j'avais un besoin, j'avais une envie, j'y suis allé. Okay. Je pense, voilà, faut construire sur ce qui vous attire. C'est la recherche de nouvelles compétences pour aller tester d'autres milieux et comprendre vos interlocuteurs en face. Oui, c'est l'idée. Ok. Et du coup, votre diplôme de pharmacien, pour vous, quels sont les avantages d'avoir ce diplôme, en plus de la pluridisciplinarité, pour comparer par exemple à des médecins qui vont être dans l'industrie pharmaceutique de plus en plus? C'est pas le même métier, c'est pas la même approche. Je vais essayer de vous donner un exemple. Si vous voulez écrire le développement clinique d'une nouvelle molécule et de réfléchir vraiment à quel type de patient on va cibler, vu le mécanisme d'action du produit, un médecin, ce sera plus facile pour lui. Si vous voulez réfléchir au plan de développement au sens large, en intégrant la pharmaco, la toxico, le développement réglementaire, une overview du développement clinique, le pharmacien, ce sera plus facile pour lui. Ensuite, il y a de plus en plus d'interconnexions entre les deux. Et du coup, oui, donc pour vous, les deux professions se complètent et chaque professionnel a son rôle à jouer dans l'industrie pharmaceutique? Je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas un type de profession qui est supérieur à l'autre ou qui aurait un avantage. Ensuite, il y a un moment de personnalité, il y a de ce que l'on apporte, des expériences que l'on a accumulées, et c'est ça qui compte. Mon expérience de pharmacien, c'est que ma formation de base, de départ, quand je dis pas de base basique, mais de départ de pharmacien, m'a donné quelque part les armes pour pouvoir m'adapter et dialoguer avec tout le monde dans l'industrie pharmaceutique. Et du coup, en plus des qualités de ce diplôme de pharmacien, quelles ont été vos qualités ou quelles qualités pensez-vous sont indispensables pour avoir un poste comme le vôtre, pour arriver là où vous en êtes? Je crois que il n'y a pas une recette magique. Ce que je peux vous partager, c'est les valeurs ou les qualités en quelles moi je crois. Je pense qu'il y a l'écoute, il y a l'intégrité, il y a l'intégrité scientifique, il y a l'intégrité commerciale, et il y a surtout ce qui vous motive dans la vie. Je le répète assez souvent en ce moment, moi je me lève le matin pour qu'un patient, quand il ait besoin d'un traitement, il ait ce traitement. Et que ce traitement, ce soit un traitement de base du quotidien pour une maladie chronique bien connue, ou que ce soit la dernière innovation thérapeutique à inventer pour des pathologies encore incurables. C'est ça qui me motive et qui me force à aller de l'avant. Ouais. Vous avez qui me force, c'est pas me force, qui me donne l'énergie pour aller d'avant et qui me pousse. Ok. Donc vous avez toujours en tête le patient dès le départ, dès le processus. Alors, on n'a pas obligatoirement à chaque instant, à chaque action, en se disant « tiens, il y a un patient derrière ». Mais il faut se le rappeler une fois par jour. Oui. Voilà. Ensuite, on est pris dans sa routine, on fait avancer le dossier, et on n'est pas en train de dire le patient, le patient, le patient. Il faut se dire, attends, quelle est la cause que je sers? Quel en est l'objectif? Et est-ce qu'on va bien dans cette direction-là? Okay. Et du coup, avez-vous toujours eu cette mentalité de leadership? Ou est-ce que dès le départ, dès le début de vos études, vous vous êtes dit « j'ai envie de toujours me pousser plus et sortir de ma zone de confort et avoir cette mentalité de leadership » La question ne s'est pas posée comme ça. Et puis, on démarre dans sa carrière. Au début, j'étais dans un labo à la paillasse à faire des manips. Et puis, ça a évolué petit à petit. Un jour, j'ai commencé à avoir une première équipe de 4-5 personnes. Et
j'ai trouvé l'expérience intéressante de faire avancer une équipe. J'espère qu'ils l'ont trouvée intéressante et profitable également. Et puis un jour, j'ai commencé à avoir une équipe dans laquelle j'avais, me rapportant directement, des collaborateurs qui eux-mêmes avaient une équipe. Donc là, j'ai commencé à gérer des managers. Puis c'était resté un nombre assez raisonnable pendant très longtemps. Pendant très longtemps, j'ai eu des équipes qui étaient entre 20 et 40 personnes peut-être. Et puis, il y a une dizaine d'années en arrière maintenant, dans la nuit, j'ai pris en charge tout ce qui est production industrielle pour le groupe Merck, qui est mon employeur. Et là, je suis passé d'une équipe de 40-50 personnes à 5000. Donc ça, c'est un petit choc dans la nuit. Mais globalement, une fois passé l'effet de surprise, j'allais dire, le comportement en termes de manager, il reste le même. À une différence près, c'est qu'il fait d'être d'autant plus clair et s'assurer qu'on soit compris, car l'impact potentiellement il est plus grand. Mais on n'est pas seul, il y a toute une équipe qui suit derrière. Donc. Et du coup, pour revenir sur vos activités chez Merck France, donc est-ce que vous pouvez nous décrire votre quotidien ou les missions que vous faites en tant que président des activités Merck en France? Il y a deux types d'activités. J'ai une responsabilité opérationnelle qui est de guider toutes nos équipes qui sont en charge de mettre à disposition les traitements de Merck pour les patients français. Que ce soit en oncologie, en maladies neurologiques, neuro-immunologiques, en troubles de l'infertilité ou aussi des produits, je vais dire, cardiométaboliques établis. Donc, c'est comment guider, accompagner les équipes pour servir au mieux les professionnels de santé et à la fin les patients. Donc ça, c'est l'essentiel de mon activité. Et puis, vu la structure du groupe, qui est une multinationale présente dans près de 90 pays dans le monde, j'ai aussi la responsabilité légale des différentes entités juridiques du groupe. Et donc, c'est de s'assurer que sur les 11 sites qu'on ait en France, les 7 sites industriels, mais quelque part, on ait la même politique de ressources humaines, qu'on ait la même politique de RSE, qu'on prenne les mêmes types de formations pour accompagner à la transition énergétique. Voilà. C'est plus un peu de donner un guide, une trame, et puis aussi d'être, pour ça que je suis là aujourd'hui, un peu le porte-parole de Merck pour la France. Okay. Et du coup, en tant que grand groupe, pour un pharmacien, enfin pour un jeune diplômé, quelles sont les qualités que vous recherchez chez un jeune diplômé pour travailler dans l'industrie pharmaceutique? Déjà, une qualité de base, c'est d'en avoir envie. Et donc, c'est dans l'entretien de sentir l'envie, qu'est-ce qui anime la personne, comment elle se projette. J'aime bien, dans les entretiens, poser la question, qu'est-ce que vous souhaitez faire dans 10 ans? Il y a rarement une réponse qui sort, mais il y a beaucoup d'idées. Et donc, je suis plus intéressé par les idées que la réponse en elle-même, parce que 10 ans, c'est tellement loin qu'il peut se passer mille et une choses. Je cherche l'intégrité, la franchise. Et l'envie d'apprendre. Ok. Mais du coup, vous êtes président chez Merck France, mais vous avez aussi une activité à côté, être la présidence chez Olem, pardon. Mmh. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le LEM et quelles sont vos missions également au sein du LEM? Le LEM, c'est le syndicat professionnel de l'industrie pharmaceutique qui regroupe tous les labos, à peu près 280, qui représente 100 000 collaborateurs en France. Plus de 260 sites industriels, même 270. Et donc, le LEM, c'est l'organisme qui va dialoguer avec les pouvoirs publics sur toute la réglementation liée à la commercialisation des médicaments en France. Comment c'est structuré? Tous les labos en faisant partie élisent des administrateurs, et puis le conseil d'administration élit un président, et le conseil d'administration m'a fait confiance il y a 1 an, pour, quelque part, que le conseil d'administration donne la direction dans laquelle le LEM souhaite avancer, toujours au service des patients et de la société. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, les sujets sont multiples, qu'on parle des pénuries ou des retards d'accès à l'innovation. Et pourquoi j'étais candidat pour cette mission? Toujours dans la même idée, il faut tout faire pour qu'un patient en France, aujourd'hui, il ait ses traitements, demain, il ait ses traitements, et c'est un combat de chaque jour. Donc vous tenez au fil d'actualité tous les jours pour avoir la pertinence. Oui. Ok.
Et du coup, votre expérience au sein de Merck, est-ce que ça vous a aidé pour comprendre les enjeux du LEM et du coup les sujets d'actualité? Ben, il se trouve que dans mon parcours chez Merck, j'ai un peu travaillé dans toute la chaîne de valeur de l'industrie pharmaceutique. Donc, pour faire court, j'ai fait de la recherche, du développement, de la production, du marketing, des ventes, de la direction générale. Donc là aussi, ça me permet de dialoguer avec chacun et de comprendre les grandes problématiques. Donc oui, ça aide. Et du coup, cette dualité de carrière entre la présidence du LEM et celle de Merck, est-ce qu'elle vous aide donc au quotidien dans vos fonctions, que ce soit, donc, vous m'avez dit au LEM, ça vous aidait, et du coup, au sein de Merck, est-ce que d'être dans ce syndicat, ça vous aide également? C'est intéressant et je pense que tous mes collègues qui sont impliqués dans le LEM, soit dans une commission, soit dans un groupe de travail, diront la même chose. Ça nous aide à réfléchir quelque part de manière plus large. Ça permet un peu d'enlever les ornières par moment. Par moment, on est très pris dans le quotidien de notre entreprise et il y a un risque de rater un peu l'image un peu plus large. Et là, ça me force à prendre du recul. Ok. Et du coup, il peut y avoir un inconvénient à avoir cette dualité de carrière ou pas forcément? C'est un peu plus compliqué pour gérer l'agenda, mais bon, tout s'organise. Ok. Et du coup, on va maintenant se concentrer un peu sur votre expérience à l'international. Donc du coup, vous avez eu une expérience chez Merck à l'international. Et donc, comment le management d'une équipe au niveau local est-il différent au niveau à plus grande échelle, au niveau international? Vous avez travaillé, il me semble, à Francfort. Alors, déjà, on reste des êtres humains, c'est la bonne nouvelle. Et ensuite, on le voit même en France, on a chacun nos racines, notre culture. Et ce qu'on voit déjà en diversité dans un groupe en France, ben, ça s'amplifie à l'international parce que la langue n'est pas la même. Et si je prends quelqu'un qui vit en Provence ou en Bretagne, la culture n'est pas la même, mais on va se comprendre parce qu'on partage le langage, et puis on est dans la même unité administrative, la France. Si vous passez en Allemagne, entre, j'allais dire, 2 langues d'allemand, c'est à peu près la même chose. Par contre, ce n'est pas la même organisation administrative que la France, donc vous rajoutez quelque part une barrière. Donc ensuite, le challenge, c'est d'arriver à faire cohabiter tout ça. Mais je garde une expérience assez intéressante. J'étais en Allemagne, comme tu l'as mentionné, j'avais une équipe d'une 20-25 personnes. Et dans cette équipe de 20 personnes, je crois qu'on était 3, peut-être 4 nationalités différentes. Et puis Merck a racheté une entreprise qui s'appelait Serono en Suisse. Et j'ai quelque part eu la charge donc, de l'équipe miroir Serono en Suisse, 25 personnes aussi. Mais là, pour 25 personnes, il y avait 18 nationalités. Et donc, on a eu un choc culturel. Et je m'en souviendrai toujours quelque chose de très intéressant, c'est que les premiers mois, quand je rentrais dans une salle de réunion, je n'avais aucune idée de quelle est la langue que les gens seraient en train de parler autour d'un café avant que la réunion commence. Ouais. Il y avait tellement de nationalités. Et un jour, je suis rentré et j'ai réalisé qu'il y avait 3 personnes de mon équipe qui étaient en train d'échanger en farsi. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit en Europe fréquemment, parce qu'à Genève, il y avait une communauté iranienne assez importante, et c'était leur langue préférée d'échange quand ils étaient ensemble à la cantine. Et puis à côté, il y avait un groupe qui parlait italien, et à un moment, j'ai dit « Guys, let's start the business », et on est tous passés en anglais. Bon. Oui. Et donc, il faut juste rester sensible à ces différentes cultures. Ensuite, on dit toujours qu'il y a quelques règles de base à apprendre pour ne pas offenser ou être maladroit. Il y a un jour où on finit par l'être, le tout, c'est l'intention qui est derrière et de l'exprimer. Est-ce que c'est ces différentes cultures qui vous ont inspiré à partir à l'international ou d'autres inspirations vous ont poussé à partir? C'est parce que la mission et le job m'intéressaient, que je trouvais qu'il y avait un challenge intéressant à relever. Et ensuite, il y a un aspect de curiosité. Quand j'étais en charge de la production pour le groupe, on avait à peu près à l'époque 18 sites industriels de la Chine au Brésil. Donc là, le changement culturel, quand on va sur le terrain voir les équipes, est assez prenant et les comportements ne sont pas les mêmes. Je me souviens d'avoir vu à l'époque, à chaque fois j'ai rencontré des groupes de jeunes au début de leur carrière dans l'entreprise. Et en Chine, où on venait de s'installer, c'était assez formel, et le même groupe quelques mois,
un groupe similaire, quelques mois plus tard au Brésil, un des jeunes embauchés m'a chanté son CV à la guitare. Okay. Et l'une rencontre comme l'autre, les deux étaient aussi intéressantes. Ouais. Ok. Du coup, est-ce que vous êtes allé chercher aussi des opportunités qu'il n'y avait pas forcément en France, ou pour vous, la France reste quand même toujours attractive en termes de, dans l'industrie pharmaceutique en général? Il faut qu'on arrête avec le France bashing. Ça devient absolument insupportable. On a l'art de râler surtout et de se tirer des balles dans le pied tous les matins. Alors l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Donc le problème d'aller ailleurs, c'est qu'une fois sur place, vous apercevrez que l'herbe était plus verte en France. Donc on a tout en France pour réussir. Prenons le problème à bras-le-corps et plutôt que de dire il y a un problème, mettons-nous autour de la table en disant comment le régler. Moi, c'est ce qui m'anime. Et du coup, pour un étudiant, un jeune diplômé qui a envie de partir à l'international, quels conseils vous pourriez lui donner? D'y aller. D'y aller. S'il a envie de partir à l'international, mais allez, il faut y aller. Et ceux qui ont envie de faire carrière en France, qu'ils le fassent. Le métier de pharmacien offre plein de possibilités. En ce moment, j'ai une tendance à hurler. Quand on ouvre Parcoursup, on ne trouve pas pharmacien. C'est, passez-moi l'expression, débile. Et c'est, je trouve, irrespectueux pour tous les pharmaciens que nous sommes. Et je milite, et le LEM milite, pour mieux expliquer le métier de pharmacien, qui est probablement moins bien compris qu'il ne l'a été. Alors je pense que la crise de la Covid a aidé à redémontrer, si besoin en était, à tous nos concitoyens combien le pharmacien d'officine, c'est maintenant le premier interlocuteur du quotidien aux problèmes de santé. Mais ça, je dis en parlant de pharmacien d'officine, pharmaciens biologistes font un travail extraordinaire et scientifiquement absolument passionnant. Et je pourrais vous parler toute la soirée de ce qu'on fait dans l'industrie, qui a un éventail de métiers. Si vous avez envie de faire de la recherche fondamentale, c'est possible. Si vous avez envie de travailler sur du génie génétique, c'est possible. Si vous avez envie ensuite de structurer un plan de développement pour que la molécule trouvée à la paillasse, elle devienne un médicament, il y a 10 ans d'une aventure fabuleuse, et dans cette aventure, il y a 20 métiers. Donc allez-y, allez-y, allez-y sans préjugés, restez curieux. Je peux dire que le jour où on m'a dit « Est-ce que tu prendrais le poste de patron industriel ?» j'ai commencé par dire à mon boss « On est bien d'accord que j'y connais rien. Parce que j'ai jamais fait d'industriel. » Il m'a dit « C'est pas le souci, tu as les bases, tu vas amener ton expérience et ton leadership, et c'est cela dont on a besoin. » Et je me suis adapté. Donc surtout n'hésitez pas, poussez les portes, soyez demandeurs. Je trouve souvent, quand je reçois des CV ou des jeunes en entretien pour des stages, c'est un peu timide. Demandez. Et ensuite, dans votre carrière, j'observe quand même que c'est souvent en entreprise, ceux qui sont demandeurs, qui finalement avancent un peu plus vite. Alors, il y a une différence entre demandeur et casse-pied. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort. C'est pas celui qui dit moi je et qui écraserait tout le monde pour y arriver. Non, c'est celui qui objectivement dit voilà, j'ai appris ça, j'ai envie d'apprendre plus. Et voilà ce que j'ai envie d'apporter à cette entreprise. Comment est-ce qu'on peut faire ensemble? Ben, dès qu'on a le courage d'avoir ce dialogue-là, on arrive à s'entendre. Okay. Donc allez-y. Bah, merci beaucoup, c'était super intéressant votre échange. On a appris plein de choses, donc merci d'être venu. Merci.